C'est sans doute le plus grand tour de magie de la nature, une plante qui arrive à créer de la matière à partir de presque rien. Un processus complètement silencieux, mais qui au final alimente la quasi-totalité de la vie sur Terre. Alors, comment c'est possible tout ça? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, cette incroyable usine moléculaire. Voilà la question de départ, le cœur de notre enquête. Comment un chêne immense peut-il vraiment naître de ces trois éléments si simples? La réponse, elle se cache dans une usine moléculaire d'une sophistication incroyable, bien à l'abri au cœur de chaque feuille. Bon, alors, par où on commence? Pour comprendre cette usine, il faut d'abord se défaire d'une idée fausse. Ça ne se passe pas du tout en une seule étape. Non, la toute première clé pour résoudre ce mystère, ça a été de comprendre que la photosynthèse, en fait, c'est une pièce qui se joue en deux actes. On est au début du XXe siècle. Un scientifique, Frederick Blackman, a une idée brillante. Il décide d'isoler les variables. La lumière, le dioxyde de carbone, la température, pour voir comment elles affectent la production d'oxygène. Et là, regardez. Quand le CO2 est constant, il n'y a que l'intensité lumineuse qui joue un rôle, peu importe la température. Mais, à l'inverse, quand la lumière est constante, là ce sont la concentration en CO2 et la température qui deviennent les facteurs décisifs. C'était le tout premier indice. Il n'y a pas un, mais au moins deux moteurs différents dans cette usine. Donc voilà le point crucial. On peut découper le processus en deux. D'un côté, on a une phase photo, qui, comme son nom l'indique, carbure à la lumière. Et de l'autre, une phase synthèse, qui, elle, est une affaire de chimie, et donc sensible à la température. Cette distinction, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Allez, plongeons dans la première partie de l'usine, ce qu'on pourrait appeler la centrale électrique. C'est là que tout commence. C'est ici que l'énergie brute du Soleil est captée, puis convertie. Bienvenue dans la phase photo. On sait tous que les plantes rejettent de l'oxygène. Mais pendant très longtemps, une question a taraudé les scientifiques, cet oxygène, il vient d'où exactement? Du dioxyde de carbone, le CO2 que la plante respire, ou bien de l'eau, H2O, qu'elle puise dans le sol? Dans les années 40, deux chercheurs, Ruben et Kamen, ont monté une expérience d'une grande élégance pour en avoir le cœur net. Leur méthode est d'une simplicité géniale. Ils utilisent un isotope lourd de l'oxygène, en gros c'est comme un mouchard atomique qui permet de suivre les atomes à la trace. Premier essai, ils marquent l'eau. Résultat, le dioxygène qui sort est marqué. Deuxième essai, cette fois ils marquent le CO2. Et là, le dioxygène qui est libéré est tout à fait normal. La preuve était faite. Le verdict est donc sans appel. L'oxygène qu'on respire provient de la cassure des molécules d'eau, une cassure provoquée par l'énergie de la lumière. On appelle ça la photolyse de l'eau. Voilà, notre premier petit mystère est résolu. D'accord, donc la lumière casse la molécule d'eau et ça libère de l'oxygène. Mais en fait, ça, c'est juste un sous-produit. Le vrai but de l'opération, c'est de capturer l'énergie lumineuse. Et pour ça, la lumière va agir comme un véritable propulseur, en catapultant des électrons à un niveau d'énergie bien plus élevé. Et ce schéma illustre ce voyage à la perfection. On l'appelle le schéma en Z. Imaginez un flipper. L'électron qui a été arraché à la molécule d'eau, c'est la bille. L'énergie lumineuse captée par un premier complexe qu'on appelle photosystème 2, c'est le premier flipper qui envoie la bille tout en haut. L'électron redescend un peu en passant par une série de transporteurs, et là, un deuxième photon au niveau du photosystème I lui redonne un deuxième coup de fouet énergétique. Bang! Toute cette cascade d'événements, ça se passe sur des membranes bien spécifiques à l'intérieur du chloroplaste. Et à la fin du parcours, l'énergie de l'électron se retrouve stockée dans deux types de molécules. Il faut voir l'ATP comme une sorte de batterie universelle, la monnaie d'échange énergétique de la cellule. Et le NADPH, lui, c'est un peu comme un camion de livraison qui transporte des électrons pleins d'énergie pour plus tard. Ces deux-là, ce sont les produits finis de notre centrale électrique. Bon, maintenant que nos batteries sont chargées et que nos camions de livraison sont pleins, il est temps de voir comment l'usine va utiliser toute cette énergie. On passe maintenant à la chaîne d'assemblage, là où la construction à proprement parler va avoir lieu. Et ça, c'est le prochain grand mystère. Comment est-ce qu'un gaz invisible, le CO2, peut être transformé en la structure bien physique d'une feuille, d'une tige? Pour le découvrir, Melvin Calvin et Andrew Benson ont eu recours à une technologie qui était toute nouvelle à l'époque, les traceurs radioactifs. L'idée de leur expérience, c'était d'exposer des algues à du CO2 radioactif, puis de stopper net la réaction à des intervalles de temps très courts pour voir où la radioactivité s'était logée. Et le premier instantané, pris après seulement 2 secondes, est juste spectaculaire. Une seule molécule à 3 carbones s'allume, c'est l'APG. Voilà la toute première brique, le premier produit stable de l'incorporation du carbone. 5 secondes plus tard, le carbone radioactif a commencé son chemin. On le retrouve toujours dans l'APG, bien sûr, mais aussi dans d'autres molécules et surtout dans un sucre à 5 carbones, le RUDP.
Ça y est, les scientifiques tiennent le coupable, c'est le RUDP qui sert de gant de baseball moléculaire pour attraper le CO2 qui passe et démarrer la chaîne de production. Et après 30 secondes, c'est l'effervescence. La radioactivité est partout, dans des sucres comme le saccharose, dans des acides aminés qui sont les briques des protéines. La chaîne d'assemblage tourne à plein régime et elle utilise ce premier atome de carbone qui a été fixé pour construire toute la panoplie des molécules dont la plante a besoin pour vivre. Tout ce processus porte un nom, c'est le cycle de Kelvin. En gros, ça se passe en 3 temps. D'abord la capture, le RUDP attrape le CO2, ensuite la transformation, grâce à l'énergie de l'ATP et du NADPH, on fabrique des sucres. Et enfin, étape cruciale, la régénération, une partie des molécules est réutilisée pour reformer le RUDP du début. La boucle est bouclée, prête à repartir pour un nouveau tour. Il est maintenant temps de rassembler les deux moitiés de notre puzzle. Et c'est là qu'on peut vraiment admirer l'élégance et l'ingéniosité de tout ce système. Regardez bien ce schéma, tout est connecté. D'un côté, dans les thylakoïdes, on a la centrale électrique qui capte la lumière pour fabriquer de l'ATP et du NADPH. Ces produits sont ensuite déversés dans le stroma, le fluide autour, où se trouve la chaîne d'assemblage, le fameux cycle de Kelvin. Ce cycle utilise l'énergie pour transformer le CO2 en sucre et il renvoie les batteries déchargées et les camions vides à la phase lumineuse pour qu'ils soient rechargés. C'est un cercle parfait, l'une ne peut absolument pas fonctionner sans l'autre. Et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est de se dire que cette compréhension n'est pas venue d'un seul éclair de génie. Non, elle s'est construite petit à petit, expérience après expérience, avec la patience de suivre les indices, un atome radioactif à la fois. C'est vraiment la science dans ce qu'elle a de plus beau. Finalement, ce processus est à la base même de nos écosystèmes, de notre climat. En comprenant le fonctionnement de cette usine incroyablement efficace qui transforme la lumière en vie, on ne peut que se poser la question, comment pourrait-on s'inspirer de son design pour créer de nouvelles technologies, pour produire de l'énergie propre ou même pour relever certains des plus grands défis de notre planète? La nature, elle, a eu des milliards d'années pour perfectionner ce système. On a encore tellement à apprendre.